Alors, ce qui était un scoop pour moi il y a 30 ans, c'était que la terre de notre jardin est vivante. Moi, j'ai toujours connu mon père, mon oncle, tout l'entourage. Moi, j'habitais à la campagne et donc j'ai toujours connu des jardins, des potagers, les vaches et les taureaux. Et on n'avait plus du tout la notion que la terre était vivante. La terre, c'était un support, on mettait dedans, ça tenait la plante, qu'elle ne tombait pas, ça la gardait un petit peu humide et puis point. On mettait des engrais solubles, après les guerres, il fallait bien faire quelque chose avec les poudres de canon, parce que c'était les poudres de canon qui sont devenues nos engrais chimiques. Il y avait des usines qui ont été construites pour faire les guerres. Et après, ces usines étaient là, et il y en a bien sûr qui profitent toujours, qui ont trouvé le profit pour vendre ça à un prix. Bon, à l'époque, c'était des petits prix vis-à-vis de maintenant, mais la valeur des petits prix d'antan, c'était la valeur à peu près des prix de maintenant. Donc voilà, qui se sont enrichis là-dessus, et ils ont mis dans la tête des gens que c'était comme ça. Et on a oublié tout ce que les anciens y faisaient avant que ces engrais-là y existaient. Les anciens, ils vivaient bien quand même. Ils vivaient peut-être un petit peu moins vieux. Ils étaient peut-être un peu moins grands, mais ils vivaient très bien aussi et peut-être plus heureux que certains maintenant. Je ne dis pas que maintenant on est malheureux, mais bon, maintenant il y a eu une période là qu'on cherchait, et le plus qu'on cherchait, le moins qu'on trouvait, ou pas nécessairement des choses intéressantes. Donc les engrais chimiques, je suppose que ça, vous savez que c'est pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce que ça pollue les nappes phréatiques, parce que ça se dilue dans l'eau, donc ça descend avec les pluies, ça bousille tout. Ça tue certains, et surtout en overdose les vers de terre et autres, c'est pas du tout intéressant. En plus, les fruits, les légumes qu'on va récolter ne seront pas de bonne qualité. Peut-être bon goût, mais pas nécessairement la bonne qualité. Alors, donc, maintenant, nous, on travaille bien sûr avec tout ce qui a été vivant qui se fait recycler. Donc ça, c'est dans les... moi, j'ai appris ça ici avec Gilbert. Tout ce que le sol pouvait transformer et justement donner en nourriture pour les plantes. Comme les plantes, c'est notre nourriture, une partie de notre nourriture à nous. Donc on se nourrit en décomposant les choses. C'est étonnant, mais bon. Mais les mentalités des gens sont très lents à se transformer. Maintenant, depuis 4-5 ans, on est vraiment dans le rush. Il y en a beaucoup qui ont compris que c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais il y a encore toujours des jeunes débutants qui ne savent pas. C'est pour ça que je me permets, je suppose que tous ceux qui sont ici le savaient déjà, mais pour celui qui commence, qui débute, c'est ça le début de notre jardin, c'est rendre notre sol vivant. Parce que le sol, dans une poignée de terre, il y a des millions de choses différentes qui sont très difficiles à analyser. Gilbert disait toujours qu'une personne, durant toute sa vie avec un ordinateur, il aurait besoin toute sa vie pour savoir déterminer toutes les choses qui contiennent une poignée de terre. Donc, voilà. Ce qu'on a vu aussi, c'est que pendant tout un temps, on a commencé à, comme Michel disait tout à l'heure, à agrandir les parcelles, donc à faire aussi des monocultures, parce qu'on avait des grosses machines, ça devenait plus rentable, on va dire, si on parle d'heures de travail et de récolte. Et avec ces engrais-là, on savait pour telle plante, on va employer tel engrais,
et c'était facile, quoi. On avait 2 hectares et qu'on travaillait de la même façon, on avançait très vite avec une grosse machine, etc. Mais après, on a quand même vu que c'était très appauvrissant. Les plantes, les premières années, tant qu'il y avait encore de la réserve du vivant d'avant, ça poussait bien pendant 5 ans. Celui qui avait une terre très vivante, peut-être un peu plus longtemps. Mais après, on constatait que les plantes devenaient malades. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop les mêmes ensemble, quoi, hein. Ici, maintenant aussi, les enfants, quand ils sont chez eux, ou quand ils sont à l'internat, ben, chez eux, ils vont moins vite tomber malades qu'à l'internat, où ils sont 200, hein, et les maladies se transmettent. Ben, les plantes, c'est un peu comme ça aussi, hein. Quand on regarde un terrain qui n'a pas été travaillé, il y a toutes sortes de plantes qui se mélangent. Donc, voilà, mais ça, on a... Peut-être il y en a qui ont compris, mais qui ont quand même voulu gagner beaucoup de sous et dire aux gens, non, non, c'est pas vrai tout ça. Donc, oui, et encore une fois, ils ont trouvé des remèdes, donc des pesticides, pour dire, maintenant, c'est facile, vous mettez ce produit-là, sans savoir si c'est toxique pour les gens, etc. Donc, voilà. Je prêche un peu à des gens qui sont déjà 100% convaincus, je suppose, mais je trouve que c'est intéressant et important quand même de le dire. Donc ça tue tout ce qui bouge, ou qui ne bouge pas. Parce que bon, maintenant on a les abeilles qui ont été pour une grande partie exterminées par tous ces produits-là. Maintenant, tout doucement, on commence à avoir des lois qui interdisent certains produits. Oui, mais parfois, quand même, les professionnels, ils peuvent encore, et les amateurs, ils peuvent plus, etc. C'est encore... Ça vient. On donne des prolongations, des dérogations. Ça vient. Un peu à la fois parce que l'opinion publique change un peu à la fois. Donc, ils sont obligés aussi de se rajuster. Après, ils ont dit, ben, ouais, ben, on va faire des plantes qui résistent à ces maladies-là, hein, on va faire des OGM, sans encore une fois se rendre compte si c'est bon pour la santé, si c'est bon pour la terre, si c'est bon pour tout ce qui s'ensuit. Donc on essaye toujours un petit peu de nous rouler. Et c'est toujours aussi pour gagner plus de sous. Parce que les OGM, il faut à chaque fois racheter des semences. C'était même interdit, peut-être un petit peu moins maintenant, que les fermiers gardent leur blé pour ressemer. Dans le temps, les fermiers ils gardaient une partie de sa récolte et ils ressemaient dans ce terrain. Après, ils ont trouvé le truc pour éviter qu'on n'en achetait pas, de faire ça différemment. Mais de toute façon, le blé qu'ils vendent, d'où ce qui vient, il vient d'un terrain de quelque part. C'est un peu... Voilà, où est-ce qu'on en est. Donc, faites gaffe, ne vous laissez pas trop avoir de tout ça, essayez de réfléchir un petit peu et voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut aussi avoir le plus possible d'éléments différents quand on fait un compostage, et de préférence un compostage sur place, donc sur le terrain. Un compostage sur tas, c'est uniquement, je dirais, pour avoir du compost à utiliser pour remplir dans des jardinières ou dans des repiquages ou des trucs comme ça, mais essayer de décomposer les choses sur place. C'est sûr qu'au niveau de la vue, il faut un temps d'adaptation. Au début, on ne trouve pas ça beau, c'est moche. Le voisin, il dit, ouais, t'as acheté tes crasses. Voilà. Mais un peu à la fois, oui, il y a des bonnes crasses. Hein. Un peu à la fois, on commence à passer au-dessus de ça. Même mon épouse, bon, elle n'aimait pas trop ça non plus. Mais maintenant, je vois quand elle taille, ben, elle coupe en plus petits morceaux et elle laisse tout sur place aussi. Elle a compris. Elle a compris que ça va garder l'humidité. Elle n'a pas le choix. Comment? Elle n'a pas le choix.
Si, parce que bon, moi je la laisse libre, hein, je dis mon point de vue, mais bon, je ne suis pas non plus un gourou, j'espère. Voilà, donc pourquoi? Parce que, bon, comme moi je le dis, c'est pas toujours évident à accepter tout de suite. Il raconte encore une fois des carabistouilles, c'est pour que j'accepte ce qu'il fait chez lui. Mais quand on va visiter des jardins et que des gens expliquent la même chose que j'ai expliqué, c'est là que ça est venu. Hein. On a été visiter un jardin et la dame elle disait tout ce que je taille, tout ce que je coupe, je recycle tout. Et c'est comme ça que ça va le mieux. Et c'est là que ça a fait tilt 50 fois plus que quand moi je l'avais dit. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est un peu à la fois. Les mentalités bougent, mais un peu à la fois. C'est pour ça que je reviens avec ça. Ça met du temps. Quand on voit en Amazonie, par exemple, que c'est là qu'il y a les arbres les plus hauts qui poussent et qu'il n'y a pas beaucoup de sol, en dessous c'est des rochers. Donc c'est par le recyclage, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les mettre dans le là-bas, c'est par le recyclage des feuilles, des branches mortes, des oiseaux qui meurent, des animaux qui meurent, des cacas d'oiseaux, etc., que ces arbres savent pousser. Quand on les coupe maintenant, après 10 ans, on arrive à un désert si on ne replante pas. Hein? Et c'est ça le drame. C'est sûr que nous, on va planter 1000 arbres et arbustes, et là-bas, ils en coupent 1000 par minute. Quoi, hein. Bon, j'exagère peut-être, mais dans le monde, ça ne doit pas être loin. Hein. Voilà. C'est ça un peu le drame. Hein. Ici aussi, dernièrement, derrière chez moi, il y a un petit cul-de-sac, comme on dit, donc une rue sans issue. Et là, il y a un médecin qui arrive et devant sa maison, il y a un énorme arbre. Alors j'étais en promenade avec le chien de ma fille. Et il arrive justement à pied aussi. Ah, je dis, l'homme qui vit derrière l'arbre. Ouais, mais il dit, et c'était en été, chez moi il fait beau. Bien sûr, quand on sort ici dans le jardin, en plein été, qu'il fait très chaud, il fait bon. Quand il y a beaucoup de vent, on ne le sent pas beaucoup. Hein? Donc je reviens un peu avec l'idée, planter quand même quelques arbres. Dans un potager, on peut mettre un pêcher, par exemple. Parce qu'un pêcher, ça s'ouvre très fort, ça ne prend pas toute la lumière et ça protège quand même pour le soleil. Il y en a qui disent que cette année-ci, il fera encore plus chaud que l'année prochaine. Bon, ça, on verra bien. Il y en a toujours qui savent tout avant l'heure, mais c'est possible. Et la tendance est ce qui fait de plus en plus chaud. Donc un pêcher est possible. Un pêcher, c'est déjà difficile maintenant. Il y a des variétés. Ils ont mis au point des choses qui restent plus petites. Mais c'est assez difficile parce qu'on ne taille pas tout ce qui est en noyau. Donc, on taille le moins possible. Un pêcher ne vit pas longtemps. Ça, il faut savoir aussi. 10 ans, 15 ans, c'est à peu près le maximum. Sinon, maintenant aussi, ce qu'on fait, c'est mettre un cordon en hauteur avec une vigne, par exemple. Ça va aussi, le soleil bouge, donc ça va aussi faire que ça donnera de l'ombre à certains moments de la journée. Donc, tout ça, ce sont des possibilités. Je vais devoir raccourcir un petit peu, parce qu'après, je laisse la parole à Michel. Oh, tu peux encore parler une dizaine de minutes. Hein. Ça va aller. Qu'est-ce que je vais dire pendant 10 minutes? Ah. J'ai plus que 4 ou 5 feuilles. Oh. Ouais, donc, décomposer le plus possible de choses pour ramener le plus possible de composants. Je disais que dans une poignée, il y a énormément de composants, mais s'ils s'épuisent, il faut bien qu'ils se soient remplacés. Souvent, quand c'est la nature, les plantes, ils restent sur place, ils se redécomposent sur place, donc ils rendent un peu ce qu'ils ont prélevé. Maintenant, c'est aussi une façon de faire que certaines plantes ne poussent plus. Par exemple, les chardons. Quand on coupe les chardons et qu'on laisse toujours sur place, le chardon ne va plus pousser, mais c'est une plante pionnière, ça. Hein, parce qu'il pousse, parce que le sol est en manque de quelque chose. Et le chardon, qui a quand même une racine pivotante, va chercher
dans le sous-sol certainement, ce qui manque au sol. Donc si on le coupe et on le remet toujours sur place, on remet ce qui manquait au sol. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus la nécessité de faire pousser un chardon, parce que le sol n'a plus besoin de faire pousser le chardon. Donc, quelque part, c'est là qu'on voit que la nature est quand même bien faite et très complexe pour nous. Pour elle, c'est facile, c'est comme ça, mais pour nous, c'est très difficile de comprendre. Donc, récupérer le plus possible différentes choses qui ont été vivantes auparavant, qui sont bien sûr pas polluées, etc., ça c'est logique, qui vont faire un humus. L'humus, c'est quoi? L'humus, c'est la terre qui devient noirâtre. Donc, c'est la substance foncée qui est l'humus. Donc, c'est des résidus de toutes sortes de choses qui ont été décomposées sur place. Ce qui donne le plus vite de l'humus, c'est la paille. Et en moindre, un peu le foin aussi. Mais la paille en elle toute seule, ça ne sera pas suffisant. Parce qu'elle a certains éléments, mais elle n'a pas tout. Donc il faut rajouter toutes sortes d'autres choses. Et cet humus, à quoi qu'il sert? Il rend la terre plus meuble. Mais surtout, il retient aussi mieux l'eau. Et il retient surtout tous ces éléments qui se sont décomposés. Ça se met dans l'humus. Ça devient quelque chose de vivant. Quand on regarde dans le dictionnaire, humus, dans le dictionnaire que j'ai regardé, peut-être que dans d'autres, ça ne sera pas tout à fait la même formule, c'est une substance colloïdale. Bon, j'ai dû chercher ce que ça veut dire colloïdale, parce que heureusement que j'avais un dictionnaire quand même. C'est un système dans lequel des particules très petites sont en suspension dans un fluide. Donc c'est toutes les petites particules qui sont dans cet humus et qui deviendront ce que la plante, elle va émettre des sécrétions aussi, la plante, parce qu'elle ne fait pas que sucer, elle émet aussi par les racines. Et ce sont des signaux chimiques, hein, mais chimiques naturels, qui va faire que dans cet humus, ce que la plante elle a envie d'avoir, qu'elle a besoin, vont devenir assimilables. Hein, donc, voilà. L'humus, on peut en mettre au-dessus de la terre. On met toujours tout C'est jamais au-dessus de la en dessous. terre, mais l'humus va descendre un peu à la fois. Et à quelle période on met ça? Toute l'année, D'accord. mais la meilleure période que ça travaille, c'est en automne et au printemps. C'est là que la vie du sol est au maximum. Parce qu'en hiver, il fait parfois trop froid. Hein, et en été, il fait trop sec et trop chaud. Donc, un peu comme nous, ils vont... les bactéries vont certainement pas bouger de place, hein, mais quand on parle de vivants, on parle de bactéries, on parle de petits animaux, on parle aussi de champignons microscopiques. Hein. Ce qu'on voit le mieux, c'est bien sûr les vers de terre. Hein. Mais il y a un tas de choses insoupçonnées qui vivent dans le sol. Au-dessus, en dessous, plus bas, moins bas, etc. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas aller bouleverser tout ça. Donc on va le moins possible aller travailler le sol. Bien sûr, s'il faut déterrer les pommes de terre, on est bien obligé. Mais on ne va pas systématiquement aller, comme moi je faisais à l'époque, toute une journée, parfois 2, 3, 4 jours d'affilée, à les bêcher. Hein, ça c'est révolu ce temps-là. Il y en a encore qui font, hein, qui n'ont toujours pas trop confiance dans ces nouvelles idées un peu folles de fainéants qui n'ont plus envie de travailler, qui s'en foutent que ça soit beau ou pas beau. Bon. C'est pour ça que je me permets quand même encore. Il faut bêcher ou il ne faut pas bêcher? Il ne faut pas bêcher. Il faut juste aérer alors, avec une grenillette. Éventuellement aérer quand on a un sol qui est encore compact. Quand on a un sol, comme chez moi depuis 30-40 ans, qu'il y a eu du compost et du recompost,
Je sais travailler avec mes mains, je ne dois plus aérer, il est aéré. Et il va s'aérer justement en compostant des choses en surface. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire un tas de compost et plutôt travailler avec un compostage de surface. Comme ça, tout le sol devient plus aéré. Il y a partout des vers de terre qui s'installent et d'autres, les champignons, les bactéries et tout ce qui s'ensuit. Des bactéries, il y en a sur mon doigt, hein. Des bactéries, il y en a sur ce papier, et des bactéries, il y en a partout. Il ne faut pas avoir peur des bactéries. Hein. Bactéries, ça veut pas dire la maladie tout de suite. Hein. Et pourquoi il y a tant de... Et je l'ai encore entendu il y a 2-3 jours hein, à la télévision, pourquoi il y a de plus en plus, et ça sera 1 sur 2 des enfants et des gens qui vont avoir des allergies, c'est parce qu'ils ne font plus de anticorps, parce qu'on emploie beaucoup trop de produits désinfectants. Avant, c'était l'eau de Javel. Maintenant, c'est des Détol, ils ont donné des autres noms, c'est des autres substances, mais ça fait la même chose. Hein? C'est des produits qui tuent tout, quoi. Hein? Ils tuent le mauvais, mais il y a plus de bons que de mauvais. Donc, Et je crois qu'on le voit assez avec le virus du coronavirus. Ouais. C'est que les gens qui font des anticorps, ou bien par les vaccins, ou bien voilà, c'est comme ça qu'on arrive à surmonter les différents variants qui viennent au fur et à mesure que le système immunitaire des gens se renforce. C'est comme ça qu'on arrive à surmonter les choses. Et je crois qu'en Chine, ils l'ont compris aussi maintenant. Hein. Et bien sûr, maintenant, il y a une explosion. Pourquoi? Parce qu'on a mis sous globe des gens pendant 3-4 ans. disons que quand moi j'étais enfant, ben, je jouais dans la terre, j'allais chez mon tonton qui avait quelques vaches, il y avait plein de poules, il y avait plein de canards. Bon, j'avais de la merde peut-être sur les mains, sur les pieds, mais c'est ce qui m'aidait à résister. Hein. Maintenant, oh là là, t'as touché la terre, ah, tu vas pas manger, hein, il faut absolument tout de suite laver. Bon, voilà, et encore une fois, on va tout doucement refaire marche arrière, j'espère, et comprendre ça. Mais ça Puis les marchands de produits le disent, hein, dans leur publicité. C'est 99,9% des bactéries qu'on arrive à tuer, soi-disant. Mais ils sont loin de là, tu sais. Ils sont encore loin de là. Ah oui, parce qu'il y en a partout. Ça te va ou... Ah oui, oui. Bah, je vais laisser la parole à Michel. Voilà.